celles sur place n'ont cessé, par le manque de responsabilité, d'attiser des conflits entre les communautés, exacerbant au passage des particularités ethniques, communautaires et tribales. Ces politiques dangereuses, dévastatrices, ont conduit en cause à l'un des pires événements que la Mauritanie ait jamais connu, notamment l'événement a fait perdurer l'esclavage et puis elles ont fini par rompre la cohabitation équilibrée qu'avait voulu instaurer naguère des partisans de la Mauritanie. Encore, on constate depuis l'avènement du putsch de 2009 perpétré par un carton de généraux qu'il y a un autre problème qui se pose, le problème de la génocide biométrique, qui est en train de faire des ravages et qui constitue aussi un frein à l'équilibre, comme je l'ai dit, de la Mauritanie. Face à tous ces dangers, il convient à toutes les forces politiques, la société civile, les mouvements, j'en passe, et les intellectuels surtout, de repenser les problèmes de cohabitation et d'essayer d'apporter des esquisses de solutions pérennes, en s'inspirant bien sûr des exemples d'enseignement. Pour ce faire, il faudrait certainement redéfinir l'ordre institutionnel qui garantira entre autres un système pluraliste, développer les garanties d'une intégration nationale, et il y a d'autres points bien sûr, mais ces points, peut-être que les conférenciers vont en parler. C'est pour cette raison, afin d'apporter notre petite pierre à l'édifice, trois de nos éminents chercheurs, notamment Abdeloudou Cher, le Gourma Abdoul, Ousmane Sao, ont eu la gentillesse de venir nous exposer le point de vue sur les différents aspects de nos thèmes. Et on espère que sortir de cette conférence, des solutions seront proposées aux Mauritaniens afin de faire bouger les lignes. J'en profite aussi pour féliciter le retour des flammes en Mauritanie et on espère que le retour contribuera bien sûr au développement, au développement du pays, bien sûr, à faire bouger les lignes, à résoudre les problèmes de la cohabitation et enfin à essayer de maintenir l'équilibre de la Mauritanie qui est en train d'être détruit par un potentat qui s'appelle Abdelaziz. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au conférencier et je vous remercie. Merci, Président. Donc, pour nous aider, nous avons aujourd'hui le Gourma Abdoul qui va intervenir en premier lieu sur quelle cohabitation qui a échoué et que faire pour sauver notre unité nationale. Après son intervention, bien sûr, on aura l'intervention d'Abdeloudou Boucher qui parlera de la critique ethnique et nation en Mauritanie. Et en troisième lieu, ça sera au tour d'Ousmane Sao sur le rôle de la jeunesse dans les changements politiques, exemple de la Mauritanie, perspectives et solutions pour l'avenir. Donc je passe la parole à M. Lo. Je vous remercie. Je remercie ceux qui nous ont invités ici, de nous donner l'occasion à nouveau de réfléchir ensemble sur un thème qui évidemment est d'une grande importance pour nous tous, et pas seulement les Mauritaniens. L'occasion de rencontrer également ceux qui ici avec moi sont à la table, M. Sao bien sûr, mais également le Dr Chef, que j'ai eu l'occasion malheureusement de rencontrer que dans des occasions comme ça. Vraiment, je remercie votre association qui s'est révélée plus féconde encore que vous pouvez espérer. Nous pouvons vous souhaiter le pire pour vous, à savoir de faire encore plus et aller davantage et plus loin dans des thèmes comme ça, avec un esprit d'ouverture, de vous faire autour de tout le monde, et de n'avoir absolument aucun a priori sur qui que ce soit. Je pense que c'est ça qui est essentiel et qui est fondamental. Ce qui d'ailleurs permet d'avoir à chaque fois, en tout cas pour les deux, parfois vous avez eu le bonheur de participer aux discussions, d'avoir des regards croisés, c'est-à-dire des gens qui viennent d'horizons divers, qui ont des préoccupations différentes, qui ont une manière d'aborder les choses et qui ont des sensibilités
est jeune, et qui nous ont invités dans une salle où je ne suis pas venu depuis plus d'une trentaine d'années. J'exagère un peu, mais en tout cas depuis très longtemps. Je ne sais pas, la dernière fois que je suis venu ici, ça devait être en 82 ou 81, j'étais étudiant, etc. Et on avait fait des discussions ici, dans cette salle, avec un personnage que j'estime beaucoup, qui est parti, qui m'a dit bien, qui est Diop. Je me souviens, justement dans cette salle, on a eu à discuter sur quelque chose de très proche du thème actuel. En tout cas, ça concernait l'unité nationale, et on avait divisé là-dessus, discuté longtemps, etc. Et les mots presque me résonnent encore dans cette salle, je vous assure que c'est vrai, tellement le thème est d'actualité. Voilà. Donc, quelques mots d'abord sur ce sujet que l'on m'a proposé. En fait, que l'on ne m'a pas proposé. J'ai imposé le thème. Parce que quand j'ai lu le sujet, un mot qui m'a frappé, c'est le mot cohabitation. J'ai dit, tiens, provocation, je le dis tout de suite pour tout le monde, tiens, avant de parler de quoi que ce soit sur ce qui va suivre, d'abord, quelle est la légitimité de ce terme de cohabitation utilisé dans le cadre de la Mauritanie. Et donc je dis, quelle est la cohabitation qui serait en cause et par rapport à l'échec de laquelle vous pouvez parler. De quelle cohabitation s'agit-il et pour pouvoir parler de son échec. Bon, il m'a dit, enfin, ils m'ont fait comprendre que ça ne les gênerait pas que je vienne faire de la provocation sur cela. Donc, je vais faire de la provocation de départ. Et puis ensuite, je vais revenir sur le fond de la question. Pourquoi de la provocation de départ? Parce qu'effectivement, il me semble, moi, que la cohabitation, le terme de cohabitation, n'est pas un bon terme, s'agissant de ce dont on va parler, c'est-à-dire s'agissant de l'existence d'une nation qui se construit. Parce que le terme de cohabitation, il y a quelque chose de très fort, qui est très, comment vous dire, ça fait colocation, ça fait des gens qui partagent quelque chose, mais qui ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs. On coexiste ensemble, on est là ensemble, sur un territoire, sur un lieu, mais il n'y a rien de particulièrement profond qui puisse relier ceux qui sont ensemble. D'ailleurs, vous le savez très bien, puisque nous sommes ici en France, le terme de cohabitation, quand on l'utilise, c'est qu'il y a une guerre entre partis politiques qui sont forcés d'être, de gérer ensemble le pays. Vous le savez, la cohabitation, c'est lorsque la gauche et la droite sont au pouvoir ensemble. À la comparaison, ils ne peuvent rien faire d'autre que d'être là, ensemble, et de gouverner ensemble. Et je vous assure que c'est la même chose que l'on dit aussi à propos des chats et des chiens. On dit parfois les chats et les chiens peuvent bien coexister. Tiens, moi, mon chat coexiste bien avec mon chien, ou bien au contraire, j'ai des difficultés de faire coexister mon chien et mon chat. Pourquoi? Parce que les deux animaux ont des difficultés, je dirais presque congénitales, à être ensemble. Et quand ils sont chez moi, il faut bien qu'ils vivent ensemble puisqu'ils sont chez moi. Donc on est toujours dans le même registre de l'obligation de vivre ensemble lorsqu'on utilise le terme de cohabitation. Mais moi je pense que pour nous, lorsque nous avons affaire à un pays qui est multinational et qu'on veut revendiquer quelque chose dans la vie de ces ethnies ou de ces groupes ethniques ou de ces communautés, on doit avoir un objectif, une ambition plus grande que celle d'une coexistence. On doit avoir quelque chose, une vie plus grande. D'ailleurs, vous l'avez dit, je ne suis pas en train de vous accuser de sorcellerie, parce que vous avez utilisé le terme qui me semble être celui qu'il faut absolument utiliser, qui est celui d'intégration. Vous avez utilisé tout à l'heure. Je pense en effet que l'ambition doit être de réfléchir sur l'intégration nationale. Qu'est-ce qui fait qu'en Mauritanie, on ne peut pas parler réellement d'une intégration nationale du fait de la nature des rapports établis dans ce pays-là entre nos communautés? Voilà, je pense, ce qui est fondamental. Nous n'avons pas pour objectif de faire coexister ou cohabiter les Mauritaniens. Nous devrions avoir l'ambition de faire en sorte que les ethnies, les communautés qui vivent dans ce pays-là, eh bien, les vivent dans leur concitoyenneté comme un ensemble unique dans leur diversité et à travers leur diversité. Que chacun soit l'autre en respectant pas seulement ce qu'est l'autre, mais parce que l'autre, c'est une partie de lui-même réellement. Que le Maure sache que le Halpulaar avec qui il vit, eh bien c'est lui aussi. Et que le Halpulaar sache que le Maure avec lequel il vit, ou le Wolof, ou le Sénégalais, qui vit avec lui,
précis. C'est ça l'ambition, c'est ça l'objectif. C'est ça qui fait qu'on dépasse, du point de vue de la problématique, la notion de cohabitation. Mais je comprends, attention, encore une fois, je ne veux pas vous accuser de sorcellerie. Je sais très bien que je mets dans le mot cohabitation quelque chose de plus fort que probablement les organisateurs n'avaient à l'esprit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans les discussions sur des questions comme celle-là, les concepts ont beaucoup d'importance. Les mots utilisés, parfois, devancent la pensée et même à des réflexions qui ne sont pas nécessairement celles de celui qui les a utilisées. Et parfois, ça crée des préjugés. Et on en vient parfois à faire des guerres qui naissent en partie de ces préjugés parce que les mots ne sont pas des véhicules indifférents de sens. Les mots ne traînent pas d'essence comme une voiture ou comme un train qui véhicule des marchandises. C'est pas vrai. Il y a des rapports très profondément dialectiques entre le mot et son sens et celui qui les utilise. Et c'est la raison pour laquelle parfois on se retrouve dans des conflits qui sont nés d'une interprétation d'un mot et on ne se rend pas compte que de la guerre des mots, on débouche parfois sur la guerre tout court. Voilà donc pourquoi moi je me suis permis de cette longue introduction sur ce thème et je crois qu'il est très important en tout cas de réfléchir sur ça pour qu'on sache qu'est-ce qui fait que l'on peut faire ressortir nos difficultés de vivre ensemble dans ce pays-là sans que nous ne traînions après nous des traces ou des choses en tout cas qui pourraient constamment être un agitateur de malveillance entre nous. Quelque chose qui constamment est en train de nous créer des problèmes plutôt que de nous aider à dépasser. Les mots doivent nous aider à dépasser les choses, à les résoudre, pas en réalité à les créer ou à les recréer constamment. Alors, ceci étant dit, il est évident que nous avons en effet un problème d'unité nationale. Pourquoi? Parce que, et c'est le premier point que je vais développer, nous avons un schéma de création d'État national qui est un schéma belligène par définition. Je veux dire par là, qui est un schéma qui constamment va provoquer des conflits, quelle que soit par ailleurs la volonté des acteurs. Ce schéma-là est un héritage colonial donné. C'est un modèle de construction de l'État que nous avons importé et que les différents gouvernants en Mauritanie reproduisent sans se rendre compte, parfois, peut-être qu'ils s'en rendent compte, mais je ne sais rien, en tout cas que ce qu'ils ont importé n'est pas quelque chose qui va réellement avec ce que nous vivons, nous, et avec ce que nous sommes. C'est un modèle qui est un modèle de désintégration nationale et pas un modèle de construction d'une nation réelle. Deuxièmement, j'entendrai essayer de voir rapidement que les gouvernants ont provoqué en effet des relations de cohabitation entre guillemets qui est issue d'une volonté donnée d'instrumentaliser le type de rapport entre nos communautés afin de pouvoir renforcer leur emprise sur le reste de la société. Je veux dire qu'il y a un problème effectivement de cohabitation, mais c'est un problème de cohabitation entre nos différentes ethnies et l'État. Ce n'est pas simplement les rapports directs et immédiats de cohabitation entre Maures et Noirs, entre Halpulaar, Wolof, Soninké, etc. dans la vie de tous les jours et hérité de l'histoire. C'est d'abord un problème de cohabitation entre guillemets entre ces communautés-là et l'État. Et c'est ce problème de cohabitation entre les différentes ethnies ou les différents groupes ethniques avec l'État qui se répercute en retour dans les rapports entre les différentes communautés. Ils transitent par l'État et se répercutent dans les rapports intercommunautaires et pourrissent ces relations intercommunautaires. L'État devient un relais des contradictions. Au lieu d'être là pour essayer de corriger les différences, pour essayer de faire dépasser certains complexes hérités de l'histoire ou certaines difficultés de l'histoire, l'État est constamment un agitateur de contradictions, un fabricateur même en réalité de contradictions entre les groupes et entre les ethnies. Et parfois ça va très loin, comme je l'ai essayé de le montrer. Et troisièmement, je pense que de cela il peut résulter que nous sommes effectivement en mesure, nous, Mauritaniens, de réfléchir sur quelque chose qui, tiré de notre propre expérience historique, tiré de notre histoire, je veux dire, et tiré également de la vie concrète que nous menons, eh bien nous pouvons en effet en sortir avec quelque chose qui puisse véritablement nous amener à une nouvelle vision des choses, à une nouvelle vision de notre vie commune. Ce qui va supposer, en réalité, que nous sachions de quelle valeur il peut s'agir et de la manière, sur tous les plans, y compris sur le plan de l'organisation de l'État, sur le plan des rapports de pouvoir, sur le plan de la redistribution des richesses, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la culture, sur le plan de notre identité propre, etc. et la manière dont il faut les concevoir. Tout cela va nous amener de revoir les choses et de les reposer de manière commune pour que nul ne se sente laissé, n'est-ce pas, dans la nature par rapport à ces problèmes.
Voilà les trois